spéciale en direct du salon Equipoto, le salon des professionnels de l'automobile qui fête cette année ses 50 ans. Bonjour Pierre. Salut Malolo. Ça va? Ouais, très content. Je suis un tout petit poil plus jeune qu'Equipoto, mais c'est rac. Hein. J'allais dire profites-en, ça risque de non, ne pas durer. Non, parce que l'année prochaine, Equipoto, il a 51 et moi pareil. Tu vois, c'est un par un. Oui, donc mais normalement, c'est bon. Tu atteindras les 50. Oui, enfin, je te le souhaite. Oui, bah oui, quand même. Alors, quant à elle est très loin de les atteindre. C'est Jade. Salut Jade. Salut, tu vas bien? Mais ouais, t'es quoi? T'es même pas à la moitié, toi? Oui, non, j'en suis un petit peu loin quand même. Oui, bah, ça. Quant à moi, je ne vous dirai rien du tout. Allez, vous l'avez compris, c'est une émission spéciale, il y a une ambiance spéciale. Nous sommes accueillis par la FIEV, la Fédération des industries et équipements pour véhicules. Là aussi, c'est une grande structure qui nous accueille et on est très heureux d'être là. Ouais, pour résumer, tout ce qui touche finalement aux pièces auto sur notre véhicule, pour la plupart, ça se passe ici. En roue libre aujourd'hui va vous permettre de rencontrer certains de ces acteurs et on a de jolis programmes, évidemment. Enzo va nous rejoindre, Lenny également, Victorine aussi, toute l'équipe est là aujourd'hui. Ah, on a toute l'équipe, on a toute la team, on a toute la famille. Au programme, un vrai du faux, un sondage, la route du futur, le prix des carburants. Le coup de gueule. De Pierre Chasseret pour 40 millions d'automobilistes et vous. Et vous, parce qu'on a besoin de vos commentaires, vous avez été très nombreux à suivre la première de la nouvelle saison débutée juste la semaine dernière. Merci d'être là, réagissez, mettez vos commentaires. Allez, c'est parti, en roue libre, number 2 pour la saison 2025-2026, c'est maintenant. Et on commence tout de suite par notre sondage du jour. Au cours des 3 dernières années, avez-vous fait réparer votre véhicule? C'est le sondage que nous avons proposé sur WhatsApp. C'est ça, donc effectivement, 75% des personnes qui nous ont répondu ont fait réparer leur véhicule dans les 3 dernières années. Ça fait quand même un bon nombre. Bah moi aujourd'hui, je sais pas si tu as vu, juste avant l'émission, je viens d'en prendre pour 1000 balles. Super. Son garagiste s'appelle Ludovic. Et quant à moi, bah oui, j'ai changé mes pneus au mois de juin. Enfin, de toute façon, une voiture, ça s'entretient. Oui, ça n'arrête pas. Franchement, il n'y a pas le choix. Mais nous n'avons pas fait que de vous poser la question sur le fait que vous ayez ou non fait réparer votre voiture en 3 ans. Il y a eu une autre question. Exactement, donc on a demandé aux personnes qui nous suivent si le coût des réparations leur a semblé trop élevé, raisonnable ou carrément abusif. Et effectivement, 58% des répondants ont trouvé le coût trop élevé. Donc il y en a quand même 29% qui trouvaient que c'était assez raisonnable. Mais bon, on se rend compte quand même que la majorité ils trouvent ça trop cher. Il faut quand même avoir confiance dans son garagiste. Moi, je sais que par exemple, quand mon garagiste que je tutoie, que je connais, Amitié Ludo, quand il m'appelle, je sais très bien qu'il va faire au mieux, notamment sur la facturation. C'est une chance d'avoir un lien noué avec son garagiste et je pense que ça, on est en train de perdre progressivement ça, mais je pense que c'est comme un boulanger, quand tu choisis ton pain, il faut savoir choisir son bon garagiste. Avoir confiance qu'on n'y connaît rien, tu soulèves le moteur. C'est clair. On pourrait dire ça, faut le changer, t'en sais rien. Là, tu sais ce qui m'a coûté cher? Incroyable. C'est juste un flexible de direction assistée qui a complètement pété. Alors je me suis dit, c'est un flexible, ça coûte 20 balles. Ah là, ça coûte une fortune ce truc-là. Et moi, j'ai eu les cylindres blocs à changer sur ma voiture. Je peux vous dire que c'est pareil. 4 chiffres. Wow, ça, tout compris, main d'œuvre. Mais par contre, aujourd'hui, existe-t-il une solution de réparabilité durable et économique? Eh bien, ça va être notre sujet dans le vrai ou faux. À tout de suite. Réparer durablement et aussi économiquement pour vous, pour nous, eh bien, est-ce possible? On va en parler avec notre invité. Jean-Louis Piège, bonjour. Bonjour. Monsieur le président de la FIEV qui nous accueille sur ce salon Equipoto. On fait un petit mot sur le salon depuis le début. Quel salon! Magnifique. On est très heureux. Beaucoup de monde, des stands magnifiques. Voilà, ça fait plaisir parce qu'on dit toujours que le monde de l'auto est en difficulté et c'est vrai. Mais on voit que justement l'aftermarket, la réparabilité, malheureusement avec un parc qui vieillit, c'est quand même un domaine qui intéresse beaucoup de monde et on voit des investissements, donc ça c'est sympa. Alors moi, il y a un truc qui me marque toujours, c'est que pendant qu'on a un vent un peu politique, faut le dire, qui nous dit qu'il y a un désamour entre les Français et la voiture, etc., on l'entend, cette petite musique. Il n'y a jamais eu autant de permis de conduire en France. On est à 48 millions de permis de conduire. D'ailleurs, il va falloir qu'on pense quand même à changer la marque, parce que c'est plus 40 millions d'automobilistes, bientôt c'est 50. Mais tu vois, au final, il y a quand même une passion auto qui existe. Ici, je ne me rappelle pas avoir vu un salon Equipoto aussi majestueux. Alors évidemment, c'est très professionnel. Et puis ce sont les 50 ans. Mais non, mais je pense que c'est ce que tu dis. La voiture, c'est quand même l'objet de liberté. C'est quand même. Je pense que ça fait partie de notre imaginaire et
Et il y a toujours eu un engouement des Français pour l'automobile. Et il faut espérer de le garder, qu'on continue à faire rêver les jeunes générations pour avoir une belle mobilité. Alors cette mobilité, on va en parler aussi aujourd'hui parce qu'avec vous, Jean-Louis Pech, et sur le salon Equipoto, on se rend bien compte d'une tendance. C'est la tendance de l'économie circulaire, de réparer durablement. Et c'est vraiment notre sujet. Peut-on réparer durablement et économiquement? Quand on voit Equipoto et les professionnels de la filière, la réponse serait oui. Comment ça fonctionne? Oui, tu as tout à fait raison. Je pense que en fonction de l'âge des véhicules, enfin, le cycle de vie du produit est un élément extrêmement important. Je dis toujours, ne perdez jamais de vue qu'on parle beaucoup des voitures neuves, l'électrification du parc, c'est 1,5 million de voitures, le parc c'est 40 millions de voitures. Donc il y a un effet d'échelle, le parc c'est très important. Réparer le parc, le maintenir en condition opérationnelle, faire en sorte qu'il soit moins polluant est vraiment un enjeu de société qui a souvent été mal appréhendé par le monde politique et pourtant c'est le quotidien des Français. Donc c'est un enjeu majeur. Et oui, heureusement, on est capable de réparer. Et on est capable de réparer aujourd'hui des voitures qui datent de... Voilà, j'ai encore une 4L. Donc on est capable de réparer de la 4L à la dernière génération de 4L qui vient de sortir par Renault. Donc on est capable de faire des choses extrêmement différentes. Ce sont des métiers passionnants. La réparabilité, ça passe aussi par ce qu'on appelle la PIEC, la fameuse pièce issue d'économie circulaire, une pièce remanufacturée, c'est-à-dire qu'on récupère dans les centres de VHU par exemple, ou ailleurs, des pièces de véhicules qui sont en bon état, on les remet encore plus en état, presque neufs, et on peut les remettre dans le circuit. Ça c'est positif pour notre porte-monnaie par exemple. Pour notre porte-monnaie, pour la planète, il y a tout un... Aujourd'hui, c'est une activité réelle. Il y a quelques années, moi, je me souviens, on en parlait, on le faisait peu ou de façon très anecdotique. Aujourd'hui, c'est fait de façon beaucoup plus systématique et c'est une vraie économie avec de très belles entreprises qui savent démonter les voitures, classer les pièces, fournir des ensembles certifiés, qualifiés pour pouvoir effectivement réparer à un prix abordable. On a d'ailleurs une obligation pour le réparateur dorénavant de fournir 2 devis, un avec de la pièce neuve et un avec de la pièce d'économie circulaire. Comment on peut rassurer celui qui se dit peut-être bon c'est un truc ancien, ça va pas tenir. D'abord en le faisant connaître et encore une fois en témoignant que le niveau de garantie est le même. Et puis ensuite voilà, alors il y a l'aspect réglementaire qui a aidé. Et puis aussi en faisant la promotion de ce mode de réparation qui constitue aussi une réponse tout à fait adaptée aux enjeux climatiques, environnement. Les enjeux aussi de disponibilité des matières premières. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux liés à la disponibilité des matières premières. Et donc, cette économie du recyclage, du remanufacturing, qui permet de réinjecter finalement dans le circuit du cycle de vie du produit des pièces qui ont déjà été utilisées, je pense que c'est une bonne solution. Et on peut faire de la marge dessus, encore une fois. Pour les professionnels. Pas un problème de marge pour les professionnels, pour les équipementiers qui se lancent tous dans cette économie-là, il y a de la marge à faire. Un exemple, Valeo, qui a été primé d'ailleurs pendant les Grands Prix de l'innovation automobile, les Grands Prix internationaux d'Equipoto, dont on fêtait les 40 ans, Valeo a remanufacturé un de ses propres embrayages. En fait, ils ont recréé pour remettre dans le circuit un embrayage totalement presque neuf, mais qui n'est pas du tout neuf à l'origine. Est-ce que l'usager, il y gagne vraiment? Alors moi, je pense que l'usager, déjà, il a 2 devis, donc je pense que... Et surtout, il n'y perd plus, il n'y perd pas. Il y gagne, et puis, je dirais, au-delà, moi, il me semble, je le disais encore aujourd'hui, je pense que la voiture de demain est une voiture qui, dès sa conception, doit intégrer ces éléments-là. C'est-à-dire, il faut que le concepteur de voiture propose une voiture qui, sur le plan de la réparabilité, sur le plan des matériaux, soit justement empreinte de cela. Je dis souvent qu'une voiture de 3 tonnes, de 5 mètres de long, avec des sièges massants, c'est pas ça l'avenir. Alors par contre, moi j'ai une question, je me pose souvent cette question, elle est bête, tu vas voir. Je prends les smartphones. Avant, les smartphones, il y avait un embout par marque. Oui. Ensuite, il y en a eu 2, celui d'Apple, celui des Android. Et maintenant, il n'y en a plus qu'un, le type C. Comment ça se fait que chaque voiture a sa spécificité avec sa marque, son flexible à lui qui lui appartient et qu'on n'a pas encore imaginé dans un principe de durabilité, finalement des pièces interchangeables? Je pense que c'est l'histoire. Le monde automobile, il a démarré il y a 2 siècles. Hein. En France? En France. Et donc, voilà, il s'est créé finalement des univers différents
chaque constructeur, chaque équipementier a voulu protéger son univers. Il y a eu cette immense diversité. Donc voilà, petit à petit, il y a quand même des éléments qui se réglementent, qui s'uniformisent, mais c'est encore un espace de création et donc de diversité. Et puis c'est important aussi de préciser, voilà, moi je suis très attaché à cette filière et vous le savez Monsieur Puech, mais c'est que c'est une filière qui s'est toujours remise en question, qui n'a pas attendu les réglementations et en l'occurrence également pour la durabilité et la réparabilité. À cette question, vrai du faux, est-ce que l'on peut réparer durablement et économiquement? Aujourd'hui on dit oui. On dit oui, mais même s'il faut rester attentif dessus, parce que l'évolution technologique crée parfois des opportunités d'augmenter les prix, de piéger le marché. Donc il faut rester attentif et il faut vouloir protéger cette réparabilité à un prix abordable pour les générations futures. Donc c'est toujours un élément d'attention qu'il faut garder présent à l'esprit. Alors, j'ai vu un truc. Va falloir que tu dises à tes copains qu'ils arrêtent. C'est la grande parade d'Equipoto qui fête ses 50 ans. Et là, ça commence à être la fête. La fête. C'est la fête. Alors, on est le soir. Alors, la vraie question, en fait, c'est... J'ai vu dans les études que la réparabilité d'un véhicule aujourd'hui, contrairement à l'idée reçue, le budget auto est moindre par rapport à avant, par rapport au salaire. Or, on a quand même l'impression, la sensation que chaque réparation coûte plus cher. Comment se fait ce décalage entre l'opinion d'un côté et les chiffres? Je pense qu'il y a toujours cet élément de ressenti, on le voit dans d'autres domaines. On est quand même dans un mouvement de paupérisation d'un côté, et de l'autre côté, les ménages ne mettent plus tout à fait l'argent au même endroit. Donc l'entretien de la voiture, parfois, est subi. Et avant, c'était vraiment à l'espace de liberté, on était prêt à y mettre de l'argent. Maintenant, on en met beaucoup dans notre poche avec notre smartphone, avec la connexion sur les différents systèmes de diffusion de médias. Les vélos. Et donc le vélo, les éléments de dépense du consommateur se déplacent. Ceci étant, il y a aussi des phénomènes objectifs. Moi, je ne suis pas certain qu'entretenir une voiture âgée coûte moins cher qu'entretenir des voitures neuves plus simples. Donc, je pense que ça devient compliqué de maintenir les voitures. Pourquoi? Parce qu'on fait face à un écartèlement technologique très important et il faut garder les pièces accessibles, il faut garder la technologie accessible. On a l'impression qu'on tombe moins souvent en panne, oui, mais que les pannes coûtent plus cher. Oui, mais parce que certaines pièces... Parce que c'est un problème de pièces, de disponibilité. D'où l'intérêt de la PIEC, la fameuse pièce issue d'économie circulaire. Et d'où aussi, je pense, encore une fois, de se projeter dans des modèles de voitures demain qui intègrent ça, comme je le disais, pour justement favoriser une réparabilité. On parle toujours de la concurrence chinoise, et elle est réelle. Mais la culture de l'aftermarket en Chine est moins développée qu'en Europe. On n'a pas le même historique. Et je pense que ça constitue, l'aftermarket et tous ces professionnels de la réparation, une opportunité pour construire des éléments de compétitivité en offrant aux consommateurs quelque chose de plus pertinent. C'est-à-dire que nos amis les Chinois arrivent avec des véhicules qui sont juste quand même incroyables. Incroyable. Hein, mais c'est nous qui savons les réparer. Donc peut-être qu'on peut trouver aussi un équilibre. Voilà. On va partager le gâteau comme ça. Je ne sais pas si on va le partager, mais c'est de garder un peu quand même. Et puis la plus grosse part quand même. Voilà, c'est ça comme Obélix. Merci beaucoup Jean-Louis Puech. Avec plaisir, toujours. Monsieur le Président de la Fièvre, on vous laisse profiter encore d'Equipoto. Quant à nous, on va regarder vers le futur parce que l'Equipoto où nous sommes en ce moment fête ses 50 ans, mais a le regard tourné vers demain. Et demain, c'est peut-être des pneus increvables. A tout de suite. Est-ce que vous imaginez peut-être avoir demain des pneus increvables? C'est notre rendez-vous, on roule vers le futur aujourd'hui avec Enzo. Bonjour Enzo. Bonjour Laurence. Alors des pneus increvables? Ouais, des pneus increvables, c'est assez fou. On va prendre un peu de contexte, il faut bien comprendre que les pneus, c'est le seul contact entre la voiture et la route. Et en 2023, il y a un institut de sondage qui a montré que c'est 51 500 incidents liés sur la route, 51 500 pannes liées sur la route, un incident sur 5 lié aux pneus, c'est assez conséquent. Donc si on résume, les crevaisons sont un véritable fléau. Voilà. Du coup, les constructeurs, ils essaient de trouver une solution. Ouais, c'est un vrai enjeu. Et ils sont partis d'un constat simple, l'éclatement, il y a l'air. Donc si on enlevait l'air, c'est comme ça que Michelin a créé son pneu Uptis Airless, qui est donc Airless, pas d'air, pas de crevaison possible. C'est un constat qui est simple, mais assez révolutionnaire. Ils ont créé des pneus qui sont en structure en lamelles flexibles, en composite, le tout imprimé en 3D, et c'est assez fou.
Donc, on a les pneus qui ne crèvent plus. Est-ce qu'on peut aller plus loin encore? Ouais, on va aller encore plus loin. Mais non. Je vais vous parler d'une autre marque, Goodyear, qui a sorti les pneus Goodyear Recharge. Donc c'est des pneus qui sont adaptatifs, mais aussi régénératifs. Donc c'est des pneus qui sont présentés en 2020 au Salon de Genève. Et en fait, c'est une capsule qu'on va intégrer au milieu des pneus qui va libérer un liquide qui va recréer de la bande de roulement en direct. Et cette bande de roulement, elle va être donc recréée. Et en plus, ça va modifier la structure de la gomme en s'adaptant à la météo, soit de la pluie, de la neige, du sec, ou aussi la situation. Qu'on soit sur une route de ville, de campagne, sur une autoroute. Encore une fois, c'est assez fou. Alors ok, sur le papier, c'est comme ça paraît dingue, mais dans la vie réelle, ça change quoi? En fait, Laurence, figure-toi que ça a changé pas mal de trucs pour nous automobilistes. Donc tout d'abord, c'est la fin de la roue de secours. Les roues ne peuvent plus éclater, plus de roue de secours. Ensuite, plus de gonflage, plus d'éclatement, plus de pression sur les pneus à vérifier. C'est vraiment un ensemble de choses. La sécurité aussi, elle va être accrue. Plus de perte de contrôle liée à la pression. On va avoir une meilleure adhérence. Les distances d'arrêt vont être beaucoup plus courtes. On va avoir beaucoup plus de contrôle. Et la durée de vie, elle va être potentiellement beaucoup plus longue sur nos pneus. Oh la vache, franchement, ça fait rêver, hein. Ça donne vraiment envie, mais je sais pas, c'est trop beau pour être vrai. Il y a un mais? Ouais, il y a toujours un mais sur les innovations qu'on présente. Alors là, en plus, ils sont assez conséquents, comme je vous l'ai dit. C'est des innovations qui sont encore à l'état de développement, de tests qui ne sont pas encore pour tout de suite. Et quand bien même elles seront déployées, il y a une volonté d'homologation qui va être assez compliquée à obtenir, comme par exemple en France, où ça va être assez compliqué dû à la réglementation stricte. Ensuite, il y a les habitudes des consommateurs qui vont être compliquées à modifier. Comment on vend des pneus qui n'ont plus d'air, qui n'ont plus du tout la même tête, c'est assez compliqué, c'est vraiment une étape qui va devoir être franchie. Et enfin, vous me voyez venir, le prix. C'est des innovations qui sont nouvelles, des nouvelles technologies, donc le prix va avec. Alors on peut aller jusqu'où là, parce qu'on peut aller encore plus loin? Alors on va aller encore plus loin, mais là c'est vraiment une vision sans innovation concrète, mais on va essayer de regarder un petit peu où on pourrait aller encore. Donc on va pouvoir se tourner vers des pneus vraiment intelligents, avec des capteurs intégrés qui vont pouvoir par exemple analyser la mesure, la température ou la pression interne, s'il y en a encore une. On va avoir donc des pneus qui vont avoir une durée de vie extrêmement longue, mais là je vous parle d'un usage potentiellement à vie. Donc l'horizon final, je vous le donne, c'est des pneus qui sont autonomes avec potentiellement plus aucune intervention humaine. Eh bien écoutez, je ne sais pas si on verra ça arriver, mais merci beaucoup parce que du coup, c'est un sacré rendez-vous, ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup. Avec plaisir. Il a mis la gomme, hein, l'ami Enzo. Allez, à suivre juste après, on roule vers le futur. Eh ben, en tout cas, en ce moment, on va rouler maintenant, et puis il va falloir faire le plein, non? Lenny, on fait le plein. C'est un peu la météo du carburant que tu nous proposes. Alors, on en est où? Alors, avant de te présenter la météo du carburant, je vais te donner un petit conseil. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tromper de carburant à la pompe? Non, mais je sais que c'est arrivé à d'autres. Et est-ce que tu sais ce qu'il faut faire si jamais ça t'arrive, si tu te trompes, si par exemple tu mets du diesel dans ta voiture à essence ou vice versa? Alors déjà, il faut arrêter le moteur, ou surtout ne pas le démarrer, si on s'en rend compte avant. Siphonner? Alors, bon, déjà t'as bon sur quasiment toute la ligne. Ouais. T'arrêtes ton véhicule, t'appelles le garagiste, il emmène ta voiture et une vidange. Chaque erreur est payante, donc forcément, voilà. Donc je trouvais ça important d'en parler parce que c'est arrivé à quelqu'un que je connais et je me suis dit que potentiellement les gens ne savaient pas comment réagir si ça arrive. Généralement quand on dit c'est arrivé à quelqu'un que je connais, ce serait pas toi par hasard? Non, pas du tout. Ça, c'est pas près d'arriver pour moi, mais bon. Parce que t'as pas encore de voiture. Et voilà, je vais pas, voilà, je voulais pas le dire, mais bon, tu m'as grillé. Merci, mais ça arrivera, t'inquiète pas. Lenny, allez, on fait un point sur le carburant, ça va me coûter cher encore cette semaine? Alors, on est encore sur une augmentation du samplon 98 E5, samplon 95 E10, bioéthanol, diesel, gasoil. On est sur une augmentation d'à peu près tous les carburants, mais il y a une petite diminution du samplon 95 E5, très minime. Et pour faire écho au mois qui est passé, on est quand même sur une baisse totale des carburants entre 0,4 et 0,5 centimes par litre. Donc c'est pas mal. Et sur l'année, on est sur entre 2,1 et 6 centimes de différence. Donc ça augmente cette semaine, mais ça baisse par rapport au plus belle. On est pas mal. Hein. Et si je peux rajouter une petite chose, si je peux vous donner un petit conseil pour aller faire votre plein le moins cher en France, il faudra vous rendre chez Auchan à Moutzik, près de Strasbourg. Ok, bon, ça fait un peu loin, hein, mais c'est pas grave. En tout cas, tu as parlé de l'éthanol. J'ai l'impression que le Sam Gonfle de Pierre Chasseret va être sur ce sujet-là, mais je ne vous en dis pas plus. Allez, tout de suite, eh bien, on va parler de l'heure du code.
Allez, il est l'heure de retrouver Victorine qui va être notre professeure de code, m'a-t-on dit, aujourd'hui. Bonjour Victorine. Bonjour. Alors comme ça, vous voulez nous poser des questions, comment on appelle ça, des Piège. cols pour le du, code. Du code de la route. Ok. J'ai 2-3 questions à vous poser, on va voir si vous connaissez les réponses. Ok. Parce que vous êtes tous les deux véhiculés. Ah oui, oui, Moi, je bien connais sûr. pas les questions, je me dis que j'aurais dû lire la fiche avant. Alors, Ça va aller. on est véhiculé et normalement on a notre permis encore. Normalement, ouais, j'ai pas passé de coup de fil au ministère de l'Intérieur, mais Ouais. je crois qu'on l'a encore. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas pris de cours de code. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. J'espère que c'est pas trop dur. Oui, non. Allez, La Victorine. première question. Que risque-t-on de circuler avec un pneu sous-gonflé ou usé? Bon bah ciao, allez. Bah, d'éclater, d'avoir un accident. Surconsommation. Oui, mais c'est le code. Donc, est-ce qu'on risque. Tu veux des réponses techniques, comme on te donne, ou si on peut avoir un PV Et ben, Ça a deux bonnes Et- réponses. Ah, bah et oui, attends, je sais et bien. je vais en donc, rajouter. voilà, Non, mais- c'est tout. C'est moi. je l'ai traité il y a pas longtemps dans une chronique, donc je le sais. Je crois aussi, mais je suis pas sûr. Je pense que ça peut aller 135 € et je dirais immobilisation du véhicule potentiellement. Alors, oui, mais là, on est vraiment sur le code de la route, donc les sanctions, mais ça a un peu... Le côté augmenté. technique, donc j'avais raison. Donc, vous risquez d'avoir le pneu qui explose Exactement. et donc d'avoir un accident. Oui, à cause de la surchauffe, en fait, comme le pneu est sous-dégonflé, il se déforme et ça crée une surchauffe interne et ça fait éclater le pneu. Et donc, un risque d'accident. Trop de chaleur fait éclater la gomme. Moi, j'ai retenu que les sanctions, tu sais. Et sinon, pour un pneu usé, quels sont les risques? Parce que vous n'avez pas vraiment... Ah, pour un répondu pneu à- usé, quels sont les risques? Le dérapage incontrôlé. L'aquaplanage, je ne sais pas Voilà. si ça vous dit quelque Aquaplaning. chose. Ouais, aquaplanage, Non, aquaplaning. on me dit les deux. Ouais, on dit les deux. Aquaplanage en français, paraît-il. Ouais. Et aquaplaning. En Angleterre. Ouais. D'accord. C'est pareil. Et donc, vous savez un peu ce que c'est? Oui, il y a de l'eau sur la route, une petite pellicule se forme comme une mini ça. flaque et hop, tu fais patinoire. Oui. Et Exactement. après, c'est. Voilà. Tu fais un petit coucou et t'essayes de pas trop tourner le volant. Il faut surtout avoir, comme si vous conduisiez un œuf sous la pédale Et pas de frein. d'escalator, doucement. pas de frein, on reste comme ça, on tient son volant, mais pas comme ça. Et on se. Voilà. Parce que sinon, la voiture. Bah, vous êtes calé en fait, Bah, vous n'avez pas besoin de moi. Bah, Mais, attends, on est là les vieux. Hein. Attends, tu crois pas. Faut bien que la maturité amène quelques qualités. Ouais, et cela dit, tu sais que l'aquaplaning, ça peut arriver même avec des pneus qui sont nickel. D'où les accidents, tu vois, qu'on va caser dans la case vitesse en France. C'est pas tout à fait souvent, c'est vitesse inadaptée parce que beaucoup vont regarder juste le panneau, pas trop les conditions de circulation. Et effectivement, sur une route très mouillée, quand tu arrives en cuvette en bas de la côte et que tu passes dans l'eau, tu peux avoir, même avec des pneus récents, tu peux avoir ce type-là. D'où l'intérêt d'avoir des très bons pneumatiques de manufacturiers, j'insiste, parce que les pneus qui nous viennent Ce qu'on d'Asie appelle sont pas les tous pneus extraordinaires. budget, surtout les petits prix. Les petits prix, c'est pas top. Et en plus, ils s'usent beaucoup plus vite. Et on avait fait ça il y a quelques années, tu te souviens, à 40 millions, on avait fait ça. On avait calculé le coût des pneumatiques sur toute une vie et on s'était rendu compte que des pneus de qualité, ils te revenaient moins cher au final. Moi, je viens de C'était faire dur à changer les miens. Allez, troisième question. Deuxième, Ah, ok. Ça, c'était toujours la première. Ah, d'accord. quels sont les risques si les balais d'essuie-glace sont défectueux? Oh bah, tu vois Là, on plus voit rien. Mais pourquoi? Bah, parce qu'ils vont pas balayer correctement, tu vois, ils vont être un peu décollés et tu vas avoir toujours de l'eau partout, quoi. Bah, en général, même s'ils sont abîmés et qu'il pleut, on arrive quand même à voir, sauf que Ah, mais ça étale. le principal souci, c'est qu'ils laissent des traces. Et en fait, quand il fait nuit ou s'il y a un coucher de soleil, avec La réverbération de la lumière, ouais. oui, et bah en fait, ça va altérer votre visibilité et donc il y a un risque. Il m'est arrivé un truc avec ma petite New Beetle à l'époque. Je suis sur autoroute, il tombe des cordes, autoroute. Hein. D'un seul coup, le moteur de l'essuie-glace, il fait oui, fini. Je peux te dire que j'ai eu la trouille de ma vie. Ah ouais. Parce qu'il faut que tu ailles sur la voie de droite. Ouais. J'étais pas sur la voie de droite. Il fallait que je me rabatte donc de deux voies parce que j'étais en train de doubler à gauche. La trouille de ma vie. Autoroute pour aller à Angers, je m'en souviendrai. Je peux dire déjà que le voyage n'était pas emballant pour moi, mais alors là, c'est vraiment la trouille de ma vie. Et au final, je l'ai fait remplacer. Mais je pensais pas, j'avais jamais pensé à ça. Mais je peux dire que sans essuie-glace, fin du match. Et n'oubliez pas aussi, vous avez sans doute des essuie-glaces à l'arrière, de là aussi les faire vérifier et de le changer quand il y a besoin. Tout à fait. On a une troisième question. Troisième et dernière question. Attention, attention. Qu'est-ce qui provoque la décharge de la batterie? La batterie d'une voiture thermique. L'autoradio quand il n'y a pas de coupe-circuit. Voilà. Je connais aussi.
Non, mais parce que aujourd'hui, batterie, c'est aussi des batteries des voitures électriques. Donc non, là, c'est batterie de voiture thermique. Eh ben tu sais quoi? Et les phares allumés. Et les phares, ouais, évidemment. Les feux de croisement. Les feux de croisement. La allumés, radio, la climatisation, le chauffage. Eh, je t'y connais, Ces putain. accessoires-là. Moi, de toute façon, j'ai eu toutes les galères. Hein. Monsieur Poisse, j'arrive. Non, c'est juste que t'as roulé ta bosse, quoi. Tu te souviens de ma voiture électrique? T'as déroulé du... Tu te souviens de ma guitare électrique? Tu te souviens de ma voiture électrique? Ma guitare électrique. Ben, ma voiture électrique, en fait, à l'époque, pendant le Covid, on n'avait pas le droit de manger dans les restaurants et c'était fermé au départ. Donc je m'étais acheté un sandwich et puis sur la route, je le mangeais dans la voiture. Et je voulais, pendant que je chargeais la voiture, je voulais pouvoir continuer à écouter de la musique, écouter la radio. Ce que je savais pas, c'est que la batterie sur mon véhicule électrique que j'avais, qui alimentait le démarrage, c'était pas la grosse batterie qui sert non, à faire rouler. ouais. C'est une petite batterie. De Et 12 donc, volts. en allumant la radio, en tirant dessus parce que je recharge mon portable, etc., j'avais plus de batterie. Donc j'ai eu une batterie de voiture à bloc, mais je pouvais pas démarrer. Extraordinaire. En tout cas, merci pour ce rappel qu'on a aimé partager avec vous, parce que c'est bien d'échanger et de partager les bonnes informations. Surtout pour les balais, parce qu'on est quand même en plein automne, hein, les balais de... Voilà. Surtout pour les pneus aussi. Et merci, tu restes avec nous? Parce que là, il fait le gentil. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui l'a encore gonflé cette semaine. En roue libre, c'est votre émission et vous la voyez sur YouTube. Bien sûr, vous pouvez la partager au maximum. C'est l'émission aussi de 40 millions d'automobilistes. On attend vos commentaires. N'hésitez pas, vos réactions. Si vous avez des questions à nous poser, si vous avez besoin, je sais pas, d'une information sur le code, par exemple, avec Victorine ou avec Jade, avec Nelly. C'est qui? Avec Lénie dans le bon sens. Ah, c'est sa sœur. C'est sa sœur. La sœur de Lénie, Nelly. Tu la connais pas, Lénie? C'est Marlène, sa sœur. C'est Marlène, sa sœur. Oh merde. Non, si on déroule. Allez, bah. On est habitué. De toute façon, voilà, vous ne saviez pas. Elle oublie tous les prénoms, c'est pas grave. Non, mais non, là, j'ai fait pire que l'oublier. J'ai changé les lettres. Allez, hop. Ça va rester Nelly. En roue libre, c'est votre émission. Alors, vous n'hésitez pas, hein, sur YouTube, d'abord partagez au maximum ce rendez-vous. Et puis surtout, posez vos questions. Allez-y, réagissez au sujet. Et puis, on aura bien quelqu'un de l'équipe qui pourra vous répondre, que ce soit Lénie, Enzo, Jade, Victorine, Pierre, voire même des fois moi-même. Allez, attention, on retrouve Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes parce que là, cette semaine, il y a quelque chose qui t'a encore énervé. J'ai l'impression que ça touche au porte-monnaie, mais pas que. Laurence, gilet jaune, ça te Ah parle? ouais, bah oui. Bon, tu te souviens des gilets jaunes? En 2019, t'avais quel âge, histoire de me mettre une baffe comme ça? 19 ans. 19 ans. T'avais le permis? Oui. T'avais déjà un peu de voiture. Tu te souviens des prix des carburants qui augmentaient? Oui. Et je pense que ça a fait mal à tout le monde. Lolo, c'était 3 centimes à l'époque, l'augmentation. 3 centimes sur les carburants. Et bien là, ce que veut nous pondre le gouvernement, et qu'on va réussir à casser, hein, parce que je ne pense pas que ça puisse être une mesure le cornu. À mon avis, c'est une mesure Bayrou qui datait de l'ancien budget et qui a été copié-collé sur le nouveau projet de loi de finances 2026. Une augmentation de, roulement de tambour, 50 centimes sur le litre d'éthanol. 50 centimes sur 2 ans. Alors, hop, un coup de pelle, comme ça, on se pose pas de questions, on y va pas. 50 centimes, ils sont fous. Alors, comment ça s'est passé? À la base, un rapport, il y a toujours un type pour prendre un rapport complètement débile, qui pond un rapport en disant l'éthanol, finalement, c'est pas si écolo que ça. Donc derrière, on dit, la niche fiscale qu'on accordait à l'éthanol ne se justifie pas, il faut augmenter les prix. L'ancien gouvernement Bayrou, qu'est-ce qu'il fait? Bah, t'es méchant, il décide d'augmenter l'éthanol. Sauf qu'en fait, tout ça partait de quoi? Ça partait d'un pays qui n'est pas producteur de son éthanol pour les voitures, ce qui n'est pas le cas de la France. Nous, on produit l'éthanol, donc le bilan carbone est extrêmement positif. Il est même 90% meilleur que le reste. Donc ça ne se justifiait pas en France, plus 50 centimes. Mais alors je vais au bout. Si on augmente l'éthanol, on va augmenter l'essence. Bah ouais. Pourquoi? Parce que le samplon 95 contient de l'éthanol et que le samplon 95 E10, comme son nom l'indique, contient un minimum de 10% d'éthanol. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si j'augmente de 50% l'éthanol, j'augmente au moins de 10 centimes l'essence. Gilet jaune, 3 centimes. Là, on met le feu aux poudres. Et finalement, le seul carburant qui pourrait profiter de ça, eh ben, c'est celui sur lequel on tape depuis des années. Le diesel. Le diesel. Alors, quand on a des politiques aussi incohérentes, on essaye un petit peu de réfléchir avant de faire des effets d'annonce qui ne sont pas très justifiés.
on finit par arriver. J'ai entendu le ministre de l'économie en parler, il n'avait pas l'air tout à fait au point sur le sujet, j'espère que depuis il l'est. Non, l'augmentation de l'éthanol est la plus grosse idiotie qu'on puisse imaginer. La baisse, au contraire de l'essence et des taxes, est le point finalement numéro 1 pour les automobilistes. On attend ça, mais surtout pas une augmentation, et puis 50 centimes. Et puis surtout en plein moment d'inflation. Et dans un contexte politique où on sent qu'il y a le feu aux poudres. La moindre étincelle peut faire s'embraser le pays. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va surtout ne pas toucher à l'éthanol. Et c'est l'engagement que je prends aujourd'hui. On ne touchera pas à l'éthanol. Eh bien, merci beaucoup, Pierre. Ouais, ben, ça me fait peur quand même. Hein. Mais on va les avoir, on va y arriver. Il faut encore ne jamais douter. On a gagné sur le 80 km/h, on a gagné sur les zones à faible émission. On gagnera sur les prix des carburants. Quand tu dis on, 40 millions d'automobilistes, évidemment. Allez, à suivre, le saviez-vous? Et il est une histoire, je crois, de Lamborghini, mais je n'en dis pas plus. Dans notre rendez-vous, le saviez-vous, on retrouve Lenny. Et Lenny, c'est quoi cette histoire de devis de réparation? Alors, tu as parlé d'une Lamborghini, c'est une Lamborghini Murciélago, exactement. C'est un petit peu dur, j'ai pas encore l'accent espagnol, mais voilà. Ça se passe en Angleterre, c'est en 2025, donc c'est très récent. Notre héros du jour s'appelle Simon George, et c'est donc le propriétaire d'une Lamborghini qui a plus de 20 ans, donc c'est assez rare pour le souligner, une Lamborghini qui a plus de 20 ans. Et un jour, il a un petit problème sur sa voiture. Il file au garage Lamborghini officiel, c'est important pour la suite de l'anecdote, et là, 29 000 € pour la suspension. Le devis de réparation, 29 000 €. C'est énorme, c'est même le prix d'une voiture d'occasion, même neuve. Hein, mais en même temps, c'est une Lamborghini. Ouais, mais quand même 29 000 €. Donc, bon, il a l'argent pour s'acheter une Lamborghini à je ne sais combien de milliers d'euros, mais 29 000 €, ça lui fait un peu mal. Ça lui fait un peu mal. Donc, il décide de ne pas donner suite dans le garage Lamborghini officiel. Il rentre chez lui et il commande des pièces en ligne. Il commande des pièces en ligne pour réparer. Lui-même. Ouais, lui-même. Donc il dégaine sa caisse à outils, il reçoit les pièces. Ça lui coûte 2700 €. Il répare tout, ça marche comme neuf. J'ai fait un petit calcul. 2700 € au lieu de 29 000 €, ça fait une économie de 26 300 €, ce qui fait une belle économie. Ouais, ce qui fait aussi une autre voiture. Ah, c'est clair. Hein, tu vas pouvoir changer ta Clio. Ah, bah, si seulement. Clio ou Twingo? Twingo. Ah oui, c'est Twingo, je me trompe toujours. Bah tiens, vous savez quoi? Merci beaucoup pour cette histoire. On va retrouver aussi notre amie Jade pour conclure notre rendez-vous en roue libre. Et Jade, toi, t'es Miss Bon Plan. Exactement, donc tu le sais très bien, avec ma Twingo j'ai tout le temps des galères. On en parlait tout à l'heure dans le vrai ou faux, les pièces reconditionnées. Donc pour préciser, depuis 2017, la loi impose aux réparateurs d'informer le consommateur de la possibilité d'avoir recours à des pièces de réemploi pour réaliser certaines réparations. Donc je ne me suis pas arrêtée là, j'ai posé la question dans le fil WhatsApp, à savoir, avez-vous déjà eu recours à des pièces reconditionnées pour une réparation automobile? Et alors 78% qui nous ont répondu n'ont jamais utilisé de pièces de réemploi. Donc c'est quand même dommage parce qu'il y a quand même des avantages forcément. Il y a déjà les prix réduits, une pièce de réemploi peut baisser de 30 à 50% la note finale. Donc personnellement moi je dis pas non. Moi non plus. Au niveau écologique c'est quand même bien parce que ça fait moins de déchets et de ressources consommées. Forcément la pièce elle n'est pas jetée directement. On la répare, on essaie de trouver des solutions, c'est quand même bien. Et puis maintenant, il y a quand même des produits qui sont contrôlés, donc même si c'est des pièces de réemploi, c'est pas juste de l'occasion comme ça où quand tu prends la pièce, t'es pas sûr qu'elle marche vraiment. Là, c'est vraiment contrôlé et sécurisé. Donc j'ai quelques plateformes si tu veux. Oui, avec plaisir. Alors en plateforme, il y a déjà Mister Auto et Autodoc qui proposent. Il y a des fournisseurs aussi, donc Renault, Motrio, Stellantis, Valeo, Bosch. Enfin bon, il y en a plein maintenant qui proposent ces types de produits. Et aussi des réseaux spécialisés comme La Pièce Éco, Bipart ou France Casse. Donc il faut vraiment s'y intéresser parce que franchement faire réparer des fois en utilisant des pièces de réemploi, c'est plutôt pas mal. Et alors moi je vais vous donner un scoop, puisque sur le salon Équipe Auto où nous sommes, j'ai eu la chance de rencontrer deux jeunes garçons qui ont... Alors c'est une histoire de génération, hein, c'est la deuxième génération quand même, ce qu'on appelait les CAS avant, qui s'appellent maintenant les centres de véhicules hors d'usage, les VHU. Ils récupèrent toutes les pièces, ils les retravaillent, ils les remanufacturent, ils viennent de lancer, là, cette semaine, c'était très exactement le mardi 14 octobre 2025, le site internet qui s'appelle refaire.fr. Pourquoi refaire? Parce que la société s'appelle Faire Recyclage, F-E-R-T, du nom du créateur. Refaire.fr, vous allez sur leur site, vous commandez votre pièce,
C'est la première société française du producteur au consommateur. C'est-à-dire que c'est des produits français, puisqu'il y a 11 centres en France. Ils démontent les voitures qui sont accidentées, ils enlèvent ce qui n'est pas récupérable, ils récupèrent ce qui est récupérable, et ils traitent les pièces, et voilà, et c'est français. Refaire.fr. Voilà, j'ai fait ma petite pub. Non mais en plus ils sont top. Bon ben on se quitte là? Bah oui, il n'y a pas le choix. À la semaine prochaine. Allez, oui, avec plaisir. Merci beaucoup à Victorine, merci à Pierre, merci aussi à Enzo qui nous rejoignent. On était ravis d'être ensemble en direct du salon Equipoto, le salon des professionnels de l'automobile. À la semaine prochaine.